Mbok Basson, très bien connu dans les milieux de l'ésotérisme et dans les milieux des secrets de la nature en pays Bassa et au Cameroun. En général, Mbok Basson, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bon, Basson, je vais vous accueillir avec ce sujet d'actualité. C'est vrai qu'on va parler de Oumniobé et de l'UPC, mais je vais vous introduire avec ce sujet d'actualité qui concerne ces 9 enfants disparus dans la région de Mouanko, dans la Sanaga maritime. Alors, ils sont allés chercher des escargots, dit-on, et ils auraient été éloignés par des sons de tam-tam et des sifflets qu'ils entendaient, qu'ils suivaient, mais qu'ils n'arrivaient pas à rejoindre. On parle de sorcellerie, de magie. On sait également que des vieillards auraient été interpellés dans le cadre de cette affaire. Alors vous qui êtes un spécialiste des secrets de la nature, quelle place effective pour occuper ce qu'on appelle communément magie ou sorcellerie dans une affaire comme celle-là? Oh, d'abord, cette affaire-là, il me semble que 8 enfants ont déjà été libérés et qu'il en restait un. Mais je pense que... Oui, 9 enfants ont été retrouvés, il en reste un, oui. Oui, il en reste un, oui. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes liés aux organisations occultes avec l'Occident, l'achat d'organes, les problèmes de la modernité. Parce que vous savez que dans l'Afrique ancestrale, tant qu'il y avait des initiés dans les villages, ce genre de choses ne pouvaient pas se produire. Vous savez très bien que les sociétés africaines étaient très organisées et que les initiés qui étaient des rois étaient bien entourés et s'assuraient que les enfants avaient toujours le maximum pour pouvoir avoir des chances de s'en sortir. Mais depuis qu'avec la colonisation, il y a eu les chefs traditionnels qui sont venus en lieu et place et qui ont été installés en lieu et place des initiés, on assiste bien sûr à une résurgence de ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie et la magie. Les initiés qui avaient en charge de réguler ce genre de processus, voyez-vous, marginalisés, ils n'ont plus intérêt à s'en occuper. Mais il ne faudrait pas voir, à mon sens, la magie ou la sorcellerie comme étant de l'ordre du primitivisme, comme au sens traditionnel du terme. Il faut très bien savoir que la sorcellerie, ça relève de la science exacte. C'est parce que l'Afrique traditionnelle a perdu les repères qui étaient les repères négro-égyptiens de sciences exactes. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie ou la magie relève de la physique quantique. Mais il faut très bien savoir que, comme je l'ai dit, tant que les initiés n'ont plus les moyens de contrôler des effets qui étaient des effets, j'allais dire, surréels de ce qui était la vérité, aujourd'hui on assiste donc à un effondrement. Et ce qu'on appelle la magie ou la sorcellerie ne sont que les relents de cette ancienne physique quantique qui était bien maîtrisée par ailleurs par nos initiés. Donc nous ne pouvons que nous apprendre à nous-mêmes, entre ceux qui sont allés à l'école étrangère et ceux qui sont allés à l'église ou à la mosquée, d'avoir que nos traditions étaient secondaires ou primitives, de les avoir abandonnées. Et pourtant, ceux-là qui nous ont même dit d'abandonner nos traditions sont plus proches des leurs. Et nous, finalement, étant partis à l'école étrangère, à l'église et à la mosquée, aujourd'hui, nous avons laissé tomber les traditions et voilà ce qui nous arrive. Tout nous semble étrange. Avant de revenir dans le vif du sujet, par rapport à ces enfants, est-ce que selon vous, il s'agit de magie ou ces enfants se sont simplement égarés? Ah non, ce qui est sûr, il y a eu une conspiration autour de cette chose parce qu'on semble bien dire que le patron du village, le chef du quartier, le chef du village, quelque chose comme ça, était très informé. Alors, il s'agissait de quoi? Est-ce qu'il s'apprêtait à les revendre ou à les transmettre à des personnes, à des tierces personnes, ou bien avec l'intention d'en faire des objets rituels, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le monsieur est passé aux aveux et puis il a avoué que, voilà, ce qui s'est passé, s'est passé. Mais il faut soupçonner qu'il y a eu tentative de faire quelque chose de ces enfants, ça c'est presque certain, puisque les parents de ces enfants disent que ces enfants sont habitués à la zone, ils ne sont jamais perdus en forêt. Vous imaginez très bien que des enfants habitués à la forêt se perdent, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y avait une conspiration avec quelque chose de caché.
D'accord. Mbombo Basson, le 13 septembre dernier marquait le 55e anniversaire de la mort de Ruben Oumniobé dans l'indifférence quasi générale des Camerounais. Alors qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir que le Cameroun refuse aussi obstinément une sépulture à Oumniobé et à ses camarades, ceux-là même qui ont sacrifié leur vie pour avoir revendiqué une vraie indépendance pour ce pays? Mais il y a trois niveaux de réflexion. Il y a d'abord l'aliénation générale de l'élite intellectuelle qui n'a plus de mémoire, qui est devenue amnésique sur ce qu'elle est elle-même, parce qu'elle a changé de logiciel. Vous savez, l'école où nous allons ne nous aide pas beaucoup quand vous n'êtes pas très avisé. L'école où nous allons fait de nous des répétiteurs de la pensée des autres. Parce que, nous intériorisons comme l'identité du maître d'hier, et ensuite nous interprétons le réel par rapport au maître d'hier. Donc quand le maître d'hier nous dit que rien du tout, cette affaire de Oumniobé qui est mort, et c'est rien du tout, ne n'y pensez plus, eh bien vous voyez que l'élite qui a servi à cette cause et dont le pouvoir dépend de l'Occident ne peut qu'acquiescer. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il y a le niveau de l'élite elle-même, qui finalement, à force d'histoire routinière sur elle-même, n'a même plus le sentiment que ça servira à quelque chose d'y penser. Vous avez vu, il n'y a pas comme il y avait, il y a les restes d'Aïdjo. Parce que toute l'élite est embrigadée férocement dans un modèle historique de développement dont lui-même n'a pas le sentiment qu'il doit s'en défaire. C'est un peu comme si Pantadium disait, quand l'esclave est libéré, il ne sait plus où aller, il tourne en rond. Donc il y a l'élite intellectuelle qui est embrigadée pour deux raisons. Comme je disais, la première raison, c'est toujours l'Église. La deuxième raison, c'est l'option politique. Vous savez très bien que les élites sont à cheval entre les strapontins qu'on doit leur offrir et l'oisiveté. À part regarder les matchs de football ou bien aller à l'église, il n'y a plus beaucoup de choses à faire. Et de ce point de vue, pourquoi voulez-vous qu'ils se remémorent l'histoire d'un homme dont ils n'ont même pas le sentiment que ça va leur rapporter quelque chose dans le cadre de leurs activités normales? Et le troisième niveau vient de ce qu'il ne faut pas négliger les deux approches qui veulent que Oumniobé meure le 13 septembre 1958. Quelques mois après, en décembre, Bongo vient mettre je parle de l'évêque. Bongo qui était en contact avec Oumniobé vient placer la croix sur Ngorituba. Donc vous voyez, il y a deux violences symboliques qui s'imposent. La violence de Oumniobé qui était prétendument proche des ritualistes, et le deuxième fait que Oumniobé meurt et Thomas Mongo en profite pour mettre la croix et n'oubliez jamais que l'Occident a fait un évêque juste après la mort d'Oumniobé. Vous voyez que ces deux événements ont frustré totalement les possibilités de mise en place d'une reconquête de l'ordre historique, parce que, la question Oumniobé n'est pas résolue, que l'Église a occupé les cœurs, et il est très difficile pour les élites intellectuelles de s'en sortir s'ils ne lient pas les deux événements. Ces deux événements sont forcément liés, vous voyez. Mais justement, Bombo, politiquement, qu'est-ce qui peut justifier cette posture quasi paranoïaque, les régimes successifs du Cameroun vis-à-vis des martyrs? Mais la raison est simple, vous voyez très bien, plus nous allons à l'école, plus nous sommes étrangers à notre culture. Souvenez-vous que c'est déjà des maîtrisards, des gens qui avaient des CPE, des postiers, des vendeurs à la sauvette, des ménagères qui faisaient la révolution des indépendances. Aujourd'hui, nous avons des portables, alors que hier, nous enseignons marcher 30 km pour transmettre un message. Et vous vous rendez très bien compte que plus nous avons des diplômes et plus nous sommes inaptes à conquérir quoi que ce soit sur le plan de notre dignité, du respect de notre ancestralité. Alors que ceux qui n'avaient que des petits diplômes étaient des personnes qui ont tout laissé en route. Leur maison, leur famille, etc. étaient décimées. Mais nous, aujourd'hui, l'élite, précisément, doit avoir conscience que l'école où elle va est son drame permanent. Parce qu'il y a un échange de logiciels entre le logiciel de la révolte intérieure de la dignité à conquérir et le logiciel de l'école qui nous donne des prétentions et des privilèges auxquels nous n'aurions pas dû avoir, voir si nous étions dans l'Afrique traditionnelle.
La conclusion est que la sclérose se fait, et plus on va à l'école, plus on a le sentiment d'être un érudit, et moins on a conscience de ce que c'est que l'histoire et la dignité des peuples. Vous voyez, ces deux choses sont liées. Plus on va à l'école, plus on intériorise comme légitime l'identité de l'autre, plus nous sommes marqués par l'esclavage de cette école, et moins nous sommes capables de répondre de manière claire vis-à-vis des choses qui nous concernent. Alors, fait-on un peu plus sur les conditions exactes de la mort de Ruben Oumniobé, sur les dynamiques qui l'ont produite et sur le degré de complicité ou d'implication des uns et des autres? Ben, écoutez, c'est une histoire qui n'a pas fait beaucoup de lumière. Hein. Je veux dire, on nous a dit qu'il a tué, dans quelles conditions. Bon, c'est très bien que quelques instants avant, son ami Maïma est allé faire vaisselle ou je sais pas, s'est débarrassé de lui. Il l'a laissé seul. Mais n'oubliez pas qu'avant, il y a eu les transactions qui ont été faites par Thomas Mogo-Lévesque qui n'avaient pas abouti, semble-t-il. Et puis, il y a eu finalement sa localisation, l'organisation autour des villages des razzias qui ont fait que finalement on l'a pris. Mais je veux dire qu'il me semble, moi, que l'enjeu n'est pas que nous sachions exactement ce qui s'est passé et que finalement les raisons pour lesquelles il en est mort. Nous avons vu avec Lumumba, nous avons vu avec Kouma, nous avons vu avec Sékou Touré. Le schéma est le même. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours autour de nous qu'on trouve des gens qui trahissent? Précisément parce que nous n'avons pas de cercle confrérie comme la maçonnerie ou la rose-croix à travers lesquels personne ne pourrait trahir. C'est la raison pour laquelle le pouvoir africain doit nécessairement se reconstruire, se restaurer sur la base des confréries africaines. Tant que les Africains n'auront pas le sentiment que le pouvoir a quelque chose à voir avec la irrationalité des confréries, eh bien, elle n'aura pas compris ce que c'est que le pouvoir. Parce que figurez-vous ailleurs, la mafia en Occident, le soufisme, etc., ce sont des zones fermées où dès que vous trahissez, vous êtes pris. Or, les Africains intellectuels ont le sentiment qu'ils peuvent faire la politique dans cette zone fermée, qui est la zone par excellence d'une vigilance appliquée de l'esprit. Pourquoi voulez-vous qu'on n'ait pas trahi, que les autres n'aient pas trahi au Mioré, ou bien que la collecte ne trahisse pas, s'ils ne sont pas cernés par une confrérie ou un organe qui ritualise leur présence au pouvoir? Vous comprenez? Et là où l'Occident nous a demandé, c'est d'avoir pu utiliser la maçonnerie et la rose-croix à l'intérieur desquels se moulent les hommes politiques qui reviennent chez nous asservir. Voilà justement, on prête aux leaders de l'UPC de l'époque, c'est-à-dire Ruben Oumniobé, vous avez parlé tout à l'heure de Théodore Maïmatip, il y a aussi le général Niobé Panjok, Yembak. Alors on leur prête des pouvoirs mystiques et pourtant la rumeur dit que c'est un de ses proches qui l'a trahi, ce qui vient contredire un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les leaders de l'UPC semblaient être réunis par des forces, mais pourtant ça n'a pas empêché un d'eux, au cas où cette hypothèse se confirmerait, de le trahir. Il n'est pas très certain que le pouvoir autour de Oumniobé ait été aussi ritualisé que ça. N'oubliez pas qu'Oumniobé avait des pensées extrêmement chrétiennes. Or, vous ne pouvez être un grand ritualiste comme Mwambobok et puis prétendre flirter avec les ennemis d'hier, ceux qui vous ont mis en esclavage. Donc, je ne pense pas pour l'hypothèse selon laquelle Oumniobé ait été fortement ritualisé. Il n'est pas exclu que de temps à autre, les chefs traditionnels, les initiés massins lui aient donné des écorces ou des choses pour essayer de s'en sortir. Un peu comme si vous veniez me voir en me disant que vous avez besoin d'être protégé, je vous donnerai une écorce ou des petites choses, des petites combines. Je ne parle pas de ça. Parce que ce dont j'étais en train de parler, c'était de dire que le serment de l'Ormeta qui veut que tous ceux qui participent d'un événement politique s'asseyent et bien fassent des rituels conséquents pour que personne d'entre eux ne trahisse. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec Oumniobé. Je ne pense pas qu'il y ait eu un cercle qui se soit refermé autour d'une confrérie en sollicitant ces aspects et en demandant
que la personne qui trahirait soit condamnée à mort. Non, je pense qu'il a certainement eu forcément des petites choses qui pouvaient aider. Mais ces choses ne vous aident pas tout le temps. Ces choses ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas constamment en train de vous aider. Donc il aurait pu disparaître une fois ou deux parce qu'il avait quelques petites possibilités. Mais ces possibilités ne sont pas fonctionnelles tout le temps. Ce qui doit être le plus fonctionnel, c'est l'idée selon laquelle tous les participants à la lutte pour le pouvoir aient bien le sentiment que celui qui va trahir va en payer le prix. Tant que ce n'est pas fait, le pouvoir en Afrique politique, je dis bien le pouvoir politique en Afrique ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle il est urgent que l'Afrique est un cercle congrégé qui puisse rassembler le vaudou, le Congo, le Mbok, le Bassin, etc. Voilà l'enjeu. D'accord. Bon, Basson, à votre avis, la seconde mort d'Oumyobé ne réside-t-elle pas dans le fait qu'il n'est pas de véritable héritier politique au Cameroun, même pas au sein de sa propre famille politique, l'UPC? Il ne pouvait pas avoir un héritier. Vous savez, c'est comme si vous demandiez que Lumumba est un héritier, ou Nkrumah un héritier, ou Sékou Touré un héritier. Vous savez que l'Occident a veillé à laminer de très près les partis politiques après la mort des leaders. Alors, vous n'auriez pas pu avoir des leaders qui auraient pu avoir la dimension des hommes qui venaient pour tout perdre. Et n'oubliez pas que la transition politique en Afrique s'est effectuée entre les prétentions de Oumyobé, qui étaient des prétentions politisées et fortement nationalisées, et les prétentions de l'élite actuelle, qui sont des prétentions de sauvegarde de leur propre privilège et de leur propre horizon politique. Vous comprenez? La transition s'est effectuée entre des certifiés et des prétendument scolarisés qui, grâce de leur scolarisation, ont été pris dans la fougue intellectuelle que l'Occident a organisée pour qu'ils soient battus intellectuellement sur le terrain de l'école. Et chemin faisant, vous vous êtes rendu compte que tous ceux qui sont allés à l'école sont devenus extrêmement fragiles, spirituellement appauvris, intellectuellement appauvris, sont des répétiteurs de ce que le maître dit, alors que ceux qui avaient que le CEP ne fonctionnaient pas comme ça. C'était parce que le maître dit. C'était des gens qui avaient une pensée profonde et pouvaient défendre les intérêts de leurs ancêtres. Voilà la question. Alors, deux dernières questions pour sortir de cette interview. Alors, quand on lit le programme de société de l'UPC des origines, on est tout de suite séduit par sa clarté, sa profondeur, sa cohérence et surtout sa pertinence par rapport à la question de l'indépendance politique ou économique. Et pourtant, l'UPC d'aujourd'hui n'attire plus grand monde. Comment justifiez-vous ce fait? Mais c'est dû au fait que le projet politique de l'UPC dans les années 1960 était perçu par tous comme légitime. Il s'agissait de l'indépendance. Tout le monde comprenait le bien fondé d'être indépendant. Et chacun pouvait comprendre à travers les exactions coloniales les raisons pour lesquelles il fallait conquérir l'indépendance. Tout était clair pour tout le monde. Mais aujourd'hui, rien n'est plus clair pour tout le monde parce que le colon est parti, il a laissé sur la place des personnes susceptibles de le remplacer dans l'intérêt des populations et dans l'intérêt des nations tout entières. Or, et c'est là le problème, le projet actuel ne répond plus aux nouvelles exigences. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas analysé les raisons de notre défaite actuelle, nous ne pouvons pas avancer et avoir un projet cohérent. Je m'explique. L'Afrique est battue sur 3 points fondamentaux. La question de la spiritualité et la question de la religion. Les religions révélées ont embrigadé toutes les vies. Deuxième niveau de défaite, l'éducation et la science. Tout l'enseignement et toute la science que nous avons repris sur le dos de l'Occident est contraire aux aspirations anthropologiques de l'Afrique. Le modèle de la science cartésienne est fondamentalement opposé au modèle de la science africaine qui est un modèle de complexité. Et enfin, le troisième niveau, c'est les institutions de capitalisme. Les institutions actuelles ne sont pas capables de faire de l'Afrique une Afrique prospère. Elles nous ont été héritées de l'Occident,
dont les enjeux sont le contrôle du monde en son nom et au nom de son capital. Dès lors qu'il y a une césure profonde introduite entre les trois niveaux d'énergie, spiritualité, religion, éducation, science, institution et capitalisme. Le nouveau projet qui peut être porteur pour l'Afrique, c'est un projet qui prend en charge ces trois niveaux. Or, précisément, l'élite n'a même pas conscience que la question religieuse est une chose sérieuse. Elle n'a même pas conscience que l'école est contraire à ses aspirations. Elle n'a même pas le sentiment que les institutions politiques que nous avons héritées ne sont pas bonnes. Vous comprenez? L'ignorance et l'inculture sont totales à tous ces trois niveaux. Voilà la raison pour laquelle aucun projet politique digne de ce nom ne peut permettre à l'Afrique de décoller. Ce n'est pas simplement pour l'UPC, c'est valable pour tous les autres partis. Toutes les élites sont religieuses, la religion des autres, toutes les élites sont à l'école de l'autre, sans comprendre leur propre culture. Toutes les élites sont dans les institutions démocratiques de l'autre, en prétendant que les institutions africaines sont contraires à la modernité. Pourquoi vous voulez que ça marche? Et le projet de l'UPC est pareil. On avait pensé que la mort de Augustin Frédéric Kodok aurait donné une chance à l'Union des populations du Cameroun de se réunifier, à tous ces lambeaux de se refondre au sein d'une seule et unique formation. À votre avis, pourquoi est-ce que l'UPC n'arrive pas à s'unir? Le nationalisme a-t-il encore sa place dans le contexte politique actuel? Le nationalisme devient, si vous ne comprenez pas les enjeux planétaires. Je vous ai dit que dans l'UPC actuel, vous avez des chrétiens, vous avez des maçons, vous avez des musulmans, vous avez des ethnies, vous avez des gens qui ont des différences considérables entre les niveaux scolaires, entre des docteurs d'État et des certifiés. Vous avez des gens qui ne savent même pas que les institutions politiques actuelles ne sont pas conformes à l'ordre africain. Comment vous voulez que des personnes si disparates s'asseyent pour comprendre quelque chose? Dès qu'il y a un problème, ils se séparent. Parce que l'organisation mentale ne leur permet pas de résister aux appétits, aux privilèges. Donc que Kodok soit vivant ou que Kodok soit mort n'est en rien, n'est pas le problème. Le problème c'est quelle configuration confrérique et quelle organisation politique pour que des fils et des filles venus de différents horizons puissent s'entendre. N'oubliez pas que tous les peuples du monde, l'Afrique est le seul peuple où dès que les gens sont assis, tout le monde est séparé. Parce que les éducations sont différentes. Les chrétiens s'asseyent, les protestants, les catholiques, en plus de ça, vous avez des maçons, des rosicruciens. Puis si vous ajoutez à cela l'école qui est mal faite, si vous ajoutez à cela des gens qui ne comprennent même pas de quoi il est question, si vous ajoutez à cela des gens qui ne regardent que leurs privilèges, pourquoi voulez-vous que plein de personnes actives s'entendent? Nous sommes les seuls, et je le dis, très différemment organisés. Vous ne pouvez pas voir ça dans le monde arabe. Ils ont l'islam comme ciment. Vous ne pouvez pas voir ça dans le monde occidental. Même s'ils ne s'entendent pas sur les partis, dans la maçonnerie, ils refont la paix. Il en est de même dans le monde asiatique. Donc l'enjeu, ce n'est pas l'UPC. L'enjeu, c'est la réflexion globale sur ce que nous sommes et la prétention que l'élite a sur elle-même. Et de ce point de vue, cette élite est trop faible et trop aliénée pour pouvoir s'en sortir. Ceux qui sont Dernière question, que peut-on faire pour réhabiliter la mémoire de Ruben Oumniobé et de ses camarades et de tous les autres martyrs du Cameroun? Vous ne pouvez pas réhabiliter leur mémoire. La seule façon de réhabiliter leur mémoire, à mon sens, c'est de reconsidérer les enjeux dont je vous ai parlé. Réhabiliter leur mémoire signifie réinterroger la défaite de l'Afrique. Réinterroger la défaite de l'Afrique signifie reconsidérer les lieux de cette défaite. Reconsidérer les lieux de cette défaite, c'est reconsidérer la question de la religion, la question de la science et la question des institutions politiques. Réhabiliter leur mémoire signifie des hommes de lumière. Des hommes de lumière qui ont très bien compris les handicaps socio-psychologiques qui aliènent l'élite actuelle. Vous comprenez? Et de ce point de vue, la réhabilitation de ces leaders politiques
ne sera possible qu'avec la réhabilitation de nos institutions traditionnelles de religion profonde. Les deux vont de pair. Vous n'aurez jamais dans cette Afrique une réhabilitation politique des martyrs si l'Afrique ne s'est pas réorganisée pour reconsidérer ses institutions traditionnelles comme étant de l'ordre de la modernité. Si les Africains et l'élite intellectuelle n'ont pas compris que sa source profonde, c'est les théories endogènes par lesquelles elle peut s'affirmer, rien à faire. Voilà donc l'enjeu. Mbongbok Bokbasson, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur.